Bonsoir à tous. Donc c'est la troisième table ronde de cette grande journée de débat sur l'avenir de l'Union européenne. On est très content de vous voir à cette heure-là, tous aussi impliqués sur la question, sur ce sujet-là. Donc nous allons commencer. Je vais laisser la parole à Vincent qui va donner un petit propos introductif. On regrette l'absence de François-Xavier Bellamy qui devait participer à cette conférence-là, mais qui malheureusement a eu un imprévu et n'a pas pu se joindre à nous. Il a quand même souhaité nous laisser un petit message en vidéo qu'on va projeter, qu'on va pouvoir visionner. Mais ça ne fait rien, on va quand même passer une belle table ronde avec des échanges intéressants. Et on compte sur vous parce que vous aurez une grosse part de responsabilité dans ce débat. Nous allons avoir un petit format interview, puis ensuite une partie de questions avec l'audience. Donc je passe la parole à Vincent et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci Simon, et merci à HEC Débat et Centrale Supélec, donc Symposium de Centrale Supélec, de nous permettre aussi de participer à la grande journée des débats, parce que donc l'ENSAE, dont Camille et moi sommes issus, sont les petits nouveaux de cette organisation. Donc merci à eux. Donc pour cette troisième table ronde, notre thème sera l'Europe à l'heure des crises. Alors c'est peut-être un thème bien vaste, mais peut-être la synthèse des tables rondes précédentes. Mais en tout cas, c'est un sujet qui ne fera pas peur à nos deux invités. Merci à eux d'être présents. Donc pour présenter rapidement le sujet, que ce soit notre monnaie commune, l'euro de plus en plus critiqué, la situation économique aujourd'hui fragilisée, le contexte social de plus en plus tendu, l'urgence écologique, les tensions politiques au sein de chaque pays, ou encore la crise de légitimité de l'Union européenne, la question qui nous occupera sera l'Europe sera-t-elle plus forte que ce contexte de crise généralisée, ou au contraire sera-t-il défait par cette situation instable? Ou alors, pour aller plus loin, l'Union européenne peut-elle être un acteur pour faire face à ces enjeux, ou au contraire est-elle un des responsables de cette situation? Donc, pour répondre à ces questions, nous avons avec nous Paul Jorion et Bruno Coleman que nous allons présenter. Et donc oui, comme le rappelait Simon, François-Xavier Bellamy a des impératifs et qui s'excuse. Donc pour vous présenter, Bruno Coleman, après une carrière essentiellement dans la banque, vous enseignez dans plusieurs universités au sein desquelles vous enseignez surtout l'économie et les questions financières. À partir de 2007, vous êtes président de la Bourse de Bruxelles et membre du comité de direction de NYSE Euronext, donc la fusion de la Bourse européenne et la Bourse new-yorkaise. Et vous êtes aujourd'hui responsable de la recherche économique de la banque Degroof Petercam et aussi membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. En parallèle de votre carrière dans la finance, vous êtes auteur de nombreux ouvrages économiques traitant principalement des questions financières, et avec votre ouvrage en particulier L'euro, une utopie trahie. Vous avez aussi donc prochainement, qui paraît aujourd'hui, votre dernier ouvrage qui s'intitule Du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme. Voilà. Donc Paul Jorion, après des études de sociologie et d'anthropologie sociale, vous enseignez quelques années avant de devenir développeur en intelligence artificielle pour British Telecom. L'occasion se présente ensuite pour vous de travailler de 1990 à 2007 dans le secteur de la finance, et plus particulièrement dans le secteur des subprimes. Et c'est suite à cette expérience que vous écrivez votre livre Vers la crise du capitalisme américain, paru en 2005, dans lequel vous avez prédit la crise des subprimes. Depuis, vous avez enchaîné les essais qui mêlent analyse de la science économique et anthropologie. Et dans votre ouvrage, le dernier qui s'en va, Éteint la lumière, publié en 2016, vous annoncez rien de moins que l'extinction de l'espèce humaine d'ici 2 à 3 générations. Et c'est conscient de ces urgences que vous menez aujourd'hui une réflexion sur les leviers d'action pour remédier aux différentes crises auxquelles l'Europe et le monde font aujourd'hui face. Donc sur le format du débat, nous allons avoir un petit propos introductif de 5 à 10 minutes, donc aussi avec la vidéo de M. Bellamy. Et ensuite, nous aurons un échange avec des questions de notre part, de 30 à 40 minutes, puis un échange avec la salle. Voilà. Donc, pour lancer le débat, quelles sont pour vous les crises majeures qui traversent aujourd'hui l'Europe? Et est-ce que l'Union européenne peut-elle encore être une structure pertinente pour faire face aux défis du XXIe siècle? Nous allons commencer par écouter la vidéo transmise par M. Bellamy.
Bonjour à tous. Avant tout, je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour mon absence ce soir. J'aurais été très heureux d'être parmi vous, mais le contexte actuel m'impose malheureusement de décommander ma participation et j'en suis vraiment désolé. Je voudrais remercier de tout cœur les étudiants qui ont organisé cette grande journée de débat. Je crois qu'elle est plus nécessaire que jamais parce qu'il faut que notre génération se ressaisisse de la question européenne pour dessiner pour demain l'Europe que nous voulons, l'Europe que nous espérons. Le thème de ce débat, le thème de cette table ronde, c'est les crises que l'Europe traverse aujourd'hui. Et vous m'avez demandé quelle était la nature de ces crises. Je voudrais vous le dire en un mot, je crois que l'Europe est aujourd'hui en train de traverser une crise de confiance. Et je le vois sur le terrain depuis que je suis candidat. Je ne suis pas venu vous parler de campagne, mais je peux vous dire que je perçois l'intensité de la défiance qui pèse aujourd'hui sur la construction européenne. Car la construction européenne, nous lui devons beaucoup. Nous lui devons en particulier la paix dont nous héritons, dont notre génération hérite, et nous savons que cette construction européenne a apporté énormément à la prospérité dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui. Mais nous le savons aussi, l'Europe aujourd'hui donne le sentiment parfois de nous fragiliser dans la mondialisation. L'Europe aujourd'hui ne parvient pas à faire face aux crises que nous traversons. On l'a vu encore récemment, par exemple, avec l'échec de la fusion entre Alstom et Siemens. Pour vous qui étudiez les défis de l'industrie de demain, les défis de l'économie à venir, vous le savez aussi bien que moi, nous avons parfois l'impression que le droit européen, au lieu de nous renforcer, nous fragilise devant les crises. Et c'est cette fragilité qui est l'occasion de la défiance qui pèse aujourd'hui sur l'Europe. Nous devons prendre en charge cette défiance. Nous ne pouvons pas seulement en rester à des paroles réconfortantes qui voudraient suffire à reconstituer la confiance. Quand la confiance est abîmée, il faut que l'Europe puisse faire la preuve de son efficacité. Parce que la confiance est abîmée, il faut que nous puissions démontrer qu'elle est capable d'être notre allié, notre auxiliaire, pour faire face aux défis de la mondialisation qui s'annonce. Vous m'avez demandé aussi, au-delà de cette crise que l'Europe traverse, quelle vision nous pouvions partager de l'avenir de cette Europe dans le monde qui se dessine. Eh bien moi je crois que l'Europe est plus nécessaire que jamais dans le monde que nous avons sous les yeux. Parce que ce monde est un monde dangereux, un monde fait de dangers qui pèsent sur notre économie, sur notre compétitivité, un monde fait de déséquilibres très profonds qui pèsent par exemple aujourd'hui sur notre avenir, et je pense en particulier à la crise écologique devant laquelle nous sommes face à laquelle nous sommes aujourd'hui. Et puis ce monde est un monde fait d'instabilité à travers les questions migratoires, nous le voyons très directement. L'univers de la mondialisation est un univers qui s'annonce fait de beaucoup de crises et de dangers auxquels il faut savoir répondre. C'est aussi un univers fait de beaucoup d'opportunités. Mais dans tous les cas, l'Europe est l'échelle pertinente pour nous permettre d'affronter ces défis. Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui de la question écologique. Nous partageons la préoccupation d'une génération qui sait que cette question écologique, que la préoccupation pour le climat, fait partie de notre avenir de manière maintenant durable. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement en rester à une écologie qui viendrait dire aux acteurs individuels comment ils doivent se comporter. Et nous avons vu récemment, à travers la crise des Gilets jaunes, que la fiscalité nationale n'était pas un outil suffisant pour penser la réponse à ce défi écologique. Ce défi écologique, c'est un défi pour la mondialisation. C'est un défi pour le commerce international. Nous ne pouvons pas continuer de construire un monde dans lequel toute l'industrie se ferait en Asie et les services seulement en Europe. Nous ne pouvons pas continuer de construire un monde dans lequel un poisson pêché en Norvège va être transformé en Chine pour être consommé en Europe. Il nous faut construire un nouveau modèle de la mondialisation, un modèle plus équilibré, dans lequel chaque continent, chaque grande aire géographique assumera et sera capable d'assumer cet équilibre économique qui est si nécessaire pour reconstituer un équilibre écologique. Et bien dans cette perspective, l'Europe est l'échelle pertinente. Nous savons bien que nous replier à l'échelle d'un pays ne servira à rien. Nous savons bien que nous replier à l'échelle de nos nations, émiettées et séparées les unes des autres, ne nous permettra pas de répondre aux défis qui sont devant nous, d'une manière qui soit efficace et qui soit forte. Et pour pouvoir y répondre, il nous faut construire ce modèle européen, qui est un modèle magnifique, non pas celui d'un empire ou d'un grand tout indifférencié, mais celui de démocraties qui s'allient et qui, par leur alliance, peuvent constituer l'occasion d'inventer la mondialisation à venir. Dans toute son histoire, l'Europe a su être au premier plan. Dans toute son histoire, l'Europe a su être à l'avant-garde. Eh bien, il faut qu'elle le soit encore aujourd'hui. Et il faut que nous soyons imaginatifs, créatifs, inventifs, pour pouvoir dessiner ce nouveau modèle de mondialisation dont nous avons tellement besoin. Et je suis sûr que c'est en particulier à vous que la tâche incombe, c'est en particulier à notre génération, parce que vous avez l'inventivité, vous avez l'imagination nécessaire
Pour pouvoir ne pas en rester au vieux schéma qu'on nous impose, il s'agit désormais d'inventer l'Europe que nous voulons, et le travail que vous faites aujourd'hui est l'un des éléments décisifs pour pouvoir dessiner, comme nous le ferons au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois, les choix qui nous attendent pour construire ensemble notre avenir. Merci encore infiniment. Donc, Paul Jorion, si vous voulez réagir à cette question et à ce que dit M. François-Xavier Bellamy. Oui. Vous avez eu l'amabilité d'attirer l'attention sur le fait que j'avais pu prédire la crise des subprimes. Et c'est une question qui me vient souvent qu'est-ce qui a fait que nous étions une demi-douzaine, peut-être, je dirais, parmi les personnes qui ont prédit cette crise et ce problème davantage qu'un article ou qu'une chronique dans un journal, mais des gens qui ont écrit, je dirais, des ouvrages qui annonçaient cette crise. Et bien entendu, il y a un élément qui paraît évident, qui est celui de la nécessité, pour voir venir une crise comme celle-là, de relier des pointillés qui appartenaient à des domaines qui sont séparés par l'enseignement universitaire. Et je ne parle pas simplement des spécialités à l'intérieur de la science économique, mais pour prévoir une crise comme celle-là, il fallait, je dirais, aussi envahir le domaine de la géographie, de la démographie, de la science politique, de l'anthropologie. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose et qui m'apparaît en ce moment, c'est le fait qu'il y avait parmi cette demi-douzaine de personnes, il y avait une sensibilité qui manquait ailleurs à la taille des événements. Et c'est le sentiment que j'ai en ce moment, c'est qu'on discute de pas mal de choses, et je pourrais critiquer en disant on continue à analyser la situation actuelle dans un cadre de business as usual, où on ajoute des éléments qui sont un petit peu, je dirais, plus dramatiques, comme la crise, le réchauffement climatique, etc. Mais je n'entends pas de réflexion sur la taille des choses qui peuvent se produire. Par exemple, j'ai des réactions tout à fait négatives quand je dis qu'un effondrement généralisé pourrait résulter du Brexit. J'entends des gens autour de moi qui sont au courant, qui savent les problèmes invraisemblables qui se poseraient par un no deal, un Brexit sans accord véritable. On en parle, on parle de ce qui pourrait se passer à Douvres, on parle des firmes pharmaceutiques qui stockent des quantités de médicaments et tout cela. Et on parle de tout ça, je dirais, toujours sur le même mode anecdotique, comme des curiosités, sans relier, je dirais, les événements par la taille de ce qu'ils pourraient produire. Quand on réfléchit à la possibilité d'un effondrement généralisé de nos démocraties européennes, en particulier et américaines, on ne réfléchit pas, on a tendance à minimiser la taille de ce qui se passe. On a tendance, je vois aussi un certain scepticisme par rapport je dirais, aux alertes que je lance par rapport à l'activité extrêmement néfaste et dangereuse de M. Trump aux États-Unis. Je lance l'alerte, j'essaye aussi autour du Brexit, et tout ça n'a pas l'air de... Un scepticisme accueille cette idée qu'un effondrement généralisé pourrait résulter du Brexit en particulier. C'est, à mon sens, pour l'Europe, c'est le danger le plus grand. Il y en a un autre, qui est bien sûr le fait que l'euro est un outil incomplet, mal conçu, copié sur le dollar américain, mais avec tout le système qui doit exister autour, c'est-à-dire un encadrement fédéral qui manque. Et dans nos sociétés maintenant, il y a, et nous sommes en France, il n'y a pas que la France, mais il y a une polarisation de la société qui n'a pas été vue depuis les années 30, une incompréhension totale entre plusieurs segments de la population. Je vous rappelle cet article qui date d'il y a quelques semaines, et qui m'avait consterné, c'est un article écrit par les rédacteurs du journal Le Monde exprimant leur dégoût devant ce qui est écrit par leurs lecteurs,
par leur lectorat par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a une répulsion de la part des rédacteurs du journal devant qui sont exactement les lecteurs de ce journal. Le prétexte à l'article, c'était, vous savez, c'était la description par une famille, un ménage de Gilets jaunes de leur vie quotidienne, et qui n'avait produit parmi le lectorat du Monde que des réactions d'incompréhension totale, de jugements moraux de type de ceux qu'on imaginait surtout au XIXe siècle, où quand la question d'une augmentation des salaires était posée, la presse entière réagissait en disant « mais ils vont boire la différence, ces ouvriers vont... cet argent-là qu'on leur donnera en plus, ils vont simplement aller le boire ». Des réactions de ce type-là. Deux parties de la population qui ont perdu, je dirais, tout rapport l'un avec l'autre, et ce qui produit des réactions de type, je dirais, classique dans des situations de tension et de polarisation, la recherche de boucs émissaires, la réapparition de vieux démons, la xénophobie généralisée, la question de l'emploi qui disparaît parce qu'il y a mécanisation sans que les gouvernements situe cette question dans le cadre qui convient, conduit les populations à s'apeurer devant l'immigrant ou des groupes ethniques différents à l'intérieur de la population dans lesquels on voit essentiellement des rivaux pour les quelques emplois qui vont rester. Bien entendu, l'emploi ne disparaît pas entièrement, mais la qualité de l'emploi, on le sait, est en train de baisser rapidement, et les niveaux de qualification. Et il ne s'agit pas de choses qui n'ont pas été prévues. Quand on remplace quelqu'un qui faisait des calculs très compliqués par un logiciel qui va faire tous ces calculs, il y a des qualifications et on paiera moins la personne qui pousse simplement sur un bouton par rapport à celle qui utilisait une règle à calculer pour faire des calculs extrêmement imprécis. Et devant ça, des gouvernants qui continuent à réfléchir à l'intérieur d'un cadre absolument dépassé, un cadre qui n'est plus du tout celui des sociétés dans lesquelles on est, et qui provoque du coup l'indignation des populations qui, elles, se sentent affectées et qui ont l'impression qu'en réalité, qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, que les réponses qui sont faites sont des réponses qui sont entièrement à côté des questions qui sont posées. Et c'est cela sur lesquels les politologues attirent l'attention. Nous allons entrer dans une période où il y aura simplement alternance entre des gouvernements populistes de ceux qu'on voit comme aux États-Unis maintenant ou en Italie, et le retour de l'ancien cadre, mais qui n'ayant pas les moyens ni la volonté de résoudre les problèmes de fond, et probablement de bonne foi ne les voyant même pas, nous nous trouvons dans une situation où, je dirais, les affrontements vont se développer de plus en plus. Et c'était dimanche dernier, incapable de me rendre à la gare Montparnasse à Paris. J'ai marché longtemps entre, d'un côté à ma gauche, les forces de l'ordre et à ma droite, les gilets jaunes. Et pendant ce kilomètre où j'ai marché là, la tension était énorme entre les deux parties qui étaient l'une en face de l'autre. On est du côté du miracle, qu'il n'y ait pas d'affrontement plus grave que ceux que l'on voit en ce moment. La manière dont les questions sont posées pour le grand débat sont très révélatrices de l'entière incompréhension des problèmes qui se posent maintenant. Il y a une phrase que j'avais relevée, une des questions que j'ai relevées. Comment peut-on... vous pourrez la trouver assez facilement. Comment peut-on résoudre la question du réchauffement climatique et de la disparition de la biodiversité tout en respectant le cadre de compétitivité des institutions européennes ? Il y a d'un côté l'extinction de l'humanité vous est présentée, je dirais, de manière assez simple, et non seulement de l'humanité, mais également du vivant à la surface de la Terre. Et de l'autre côté, on vous dit, mais bien entendu, on n'envisagera cette question de l'extinction humaine que dans le cadre existant, sans le remettre en question. Donc, merci, vous avez abordé un certain nombre de thèmes sur lesquels on reviendra. Monsieur Coleman.
Oui, je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir parmi vous. On est deux Belges, en fait, amusant, parce que Paul Jorion est comme moi belge, comme ça on synthétise l'ouverture écuménique des peuples. Je voudrais d'abord réagir à ce que M. Bellamy a dit. Postuler que l'Europe est importante, c'est bien, mais encore faut-il définir de quelle Europe il s'agit. Et cette définition est finalement très éphémère. Quand on voit la construction européenne, on remarque qu'elle a été fondée d'abord sur la communauté européenne du charbon et de l'acier, pour des raisons bien simples. C'est qu'après le traité de Versailles, l'Allemagne avait été accablée par des paiements de charbon et d'acier, notamment vers la France et la Belgique, qu'on a voulu éviter que la même pathologie se présente. Et puis progressivement, c'est devenu la CEE, 6 pays d'abord, l'Allemagne, l'Italie, la France et le Benelux. Et puis ça s'est étendu avec un phénomène d'accélération en 2004, lorsque des pays, d'ex-pays de la zone soviétique ont rejoint l'Europe. Mais il n'y a jamais eu de définition absolue de l'Europe. Il n'y a eu que des formulations fluentes, évanescentes, différenciées. Et l'euro, d'ailleurs, en est la meilleure illustration. Donc, postuler qu'on veut une Europe ne peut pas vouloir dire qu'on veut garder le modèle préalable. Au reste, la réponse est donnée par les électeurs. Certains, dans de nombreux pays, ne veulent plus de l'Europe telle qu'elle a été formulée. Parler d'Europe, ça suppose aussi qu'on s'intéresse aux racines profondes des peuples. C'est Charles de Gaulle qui disait que les peuples, comme les oliviers, durent 1000 ans. C'est vrai qu'il croyait plus à l'État-nation qu'à l'Europe, mais les courants religieux, je parle de courants réformés, catholiques, orthodoxes, se redessinent d'ailleurs maintenant. Quand on les juxtapose à l'évolution ou à la densité de l'adhésion au modèle européen, on les retrouve. L'histoire des peuples est très différente. Il y a eu des guerres, de nombreuses guerres qui ont modulé les choses. Et donc, partir de l'idée que l'Europe, telle qu'on en a hérité maintenant, est un État abouti, est une erreur, à mon avis, complète. On aura d'autres Europes qui vont se présenter. Et d'ailleurs, le président Macron avait lui-même parlé d'une Europe à triple vitesse, en fonction d'adhésion des pays au modèle social-démocrate qui est représenté par les pays fondateurs de l'Europe dans les années 50 et 60. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne crois pas qu'on peut pas mettre de postulat dans ce domaine. L'autre chose, c'est que l'euro en est finalement la meilleure illustration. Paul l'a dit à juste titre, on a créé une monnaie unique qui ne regroupe qu'un nombre limité de pays dans l'Union européenne, mais l'euro a été aussi formulé comme étant un aboutissement numérique absolu, fondé sur des normes d'endettement, de déficit budgétaire et d'inflation, alors que ça ne correspond pas du tout aux forces économiques, à la génétique naturelle des peuples, aux rapports sociaux. Et l'euro a été un facteur, je crois, profond de déstabilisation depuis la crise de 2011. On a voulu donner une réponse allemande, ascétique, protestante à la gestion de la monnaie, alors que des pays auraient eu besoin de déficit budgétaire, de plus d'endettement dans le sud de l'Europe. Et aujourd'hui, on peut se demander s'il n'y a pas de coïncidence entre le rejet de l'Europe et les forces d'austérité qui ont été imposées sous forme de dévaluation interne après la crise grecque il y a quelques années. Donc, dès qu'on donne une réponse qui est monolithique à l'Europe, dès qu'on postule qu'il y a un modèle absolu, on en arrive à ce que les différences s'expriment de manière populaire, populiste, ou en tout cas s'échappent du modèle qu'on veut leur imposer. Et donc voilà, et je pense qu'on doit accepter donc que demain l'Europe aura une morphologie différente, avec peut-être des partis eurosceptiques et souverainistes qui formeront, s'ils s'agrègent entre eux, la deuxième force économique ou politique plutôt de la représentation européenne. Mais plus fondamentalement, pour rebondir sur ce que Paul Jorion a dit, je crois que nous vivons des années qui vont être profondément décisif dans le temps long, dans l'histoire de l'après-guerre. Parce que quand on trace très brièvement la ligne du temps depuis la Seconde Guerre mondiale, on a eu, à tout le moins en Europe occidentale, 30 années de croissance alimentée par une forte démographie et la reconstruction européenne, c'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. C'était Fourastier, un économiste français, qui avait commis un livre en 1979 sur le sujet. On a eu les années 70 qui ont été une décennie maudite parce qu'elle a rassemblé plusieurs éléments, la fin des accords monétaires d'après-guerre, des chocs pétroliers, la mutation d'un modèle industriel vers l'économie de service. Et puis dans les années 80, on a eu ce fameux néolibéralisme qui est apparu. Alors qu'est-ce que c'est le néolibéralisme? Il y a 1000 définitions, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une certaine forme de libéralisme qui, entre autres, postule la suprématie du marché
sur l'organisation étatique, ce qui a conduit d'ailleurs au démantèlement des grands monopoles d'État comme les télécommunications, la poste et autres, et les transports et l'énergie. Et c'est un modèle qui épouse parfaitement les économies anglo-saxonnes au sein desquelles l'État a toujours eu un rôle à minima et au sein desquelles les facteurs de production sont extrêmement mobiles, comme aux États-Unis. C'est un modèle qu'on a accueilli avec un certain bonheur en Europe parce qu'il fallait, après les années 70, dérouiller nos économies qui étaient complètement, on va dire, calcifiées par un modèle qui était devenu désuet. Mais 40 ans plus tard, donc 40 ans après le début de cette parenthèse néolibérale, et je l'appelle parenthèse à juste titre, c'est-à-dire celle qui était, on va dire, symbolisée par l'élection de Thatcher en 79 et de Reagan en 80, on en arrive au terme. D'ailleurs, ce sont les deux pays qui ont été à la base du néolibéralisme, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui aujourd'hui ferment leurs frontières, promeuvent toujours la mobilité du capital, mais plus celle du travail. Trump ne veut plus d'immigration et le Royaume-Uni non plus. Et donc, nous avons un modèle qui se termine, et l'Europe aujourd'hui est face à la fin d'un modèle qui lui a été plus ou moins imposé, tout en devant constater la fin de l'État-providence qui a alimenté le contrat social depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on voit maintenant en Europe, et c'est ça qui je crois, est vaguement la synthèse des mouvements populistes qu'on peut voir en Italie ou en France ou dans d'autres pays, même en Belgique d'ailleurs, c'est que les États sont écartelés, véritablement écartelés, entre des forces sociales qui sont pétrifiées de se rendre compte que les bénéfices sociaux ne pourront plus être fournis tels qu'ils les avaient envisagés, d'une part, et d'autre part, entre des marchés qui leur échappent. Et donc les personnes qui aujourd'hui remettent en cause le modèle européen ne contestent pas la prédominance des marchés qui s'imposent à eux, mais contestent les États qui ne les ont pas protégés contre les marchés. Et donc cette demande de protection est naturellement domestique et nationale. Elle n'est pas de nature européenne, puisque la recherche du renforcement d'États plus forts ne peut s'exprimer que dans la génétique ou dans le tropisme de régions qui sont plus ou moins bien délimitées, c'est-à-dire les pays. Donc je crois qu'immanquablement, nous allons, dans cette période de faible croissance qui nous attend et de confrontation avec la finitude des avantages sociaux qui nous avaient été promis ou que nous avions cru qui nous étaient promis, nous allons être confrontés à une résurgence naturelle des États-nations. Parce que les réponses populaires seront le renforcement des États plutôt que le renforcement d'une idée, je le disais, mal définie, qui est celle de l'Europe. C'est d'ailleurs Stefan Zweig, qui est ce penseur, philosophe, écrivain qui s'est suicidé en 1942, qui avait écrit en 1934, je le cite vaguement, que l'Europe n'était pas un sentiment naturellement intuitif. C'était une figuration métaphorique, mais qui n'épousait pas le quotidien des gens, puisque dans le quotidien des gens, c'est d'abord on va dire l'État, la nation, la région, l'ethnie qui prévalent. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que je souhaite le retour aux États-nations, mais ça veut dire que je pense qu'on va devoir réaménager l'Europe dans une logique qui soit peut-être plus gaulliste que celle qu'on a constatée maintenant, c'est-à-dire un peu plus, avec un retour peut-être plus important vers des États dominants dans la gestion de leurs finances, de leur souveraineté monétaire et budgétaire et d'endettement. Parce que ce sont les États qui seront sur la ligne de front pour devoir gérer la moindre croissance et l'appauvrissement de la population lié à la fin des bénéfices sociaux. Et un mot sur l'euro, avant de repasser la parole à d'autres intervenants, c'est que il sait que moi, l'euro, je n'ai jamais été tout à fait convaincu de son bien fondé. D'ailleurs, Paul a dit que c'était une formulation inaboutie, mal foutue finalement, mise en œuvre par des diplomates plutôt que par des économistes. Et ce qui est très particulier, c'est que l'euro a probablement été à la base de la rancœur sociale dans certains pays. D'ailleurs, c'est quand même incroyable de penser que lors d'élections, tant en Italie qu'en France, on met en cause la monnaie. Aurait-on pu penser avant l'euro que certains en France, lors d'une élection présidentielle, aient pu vouloir remplacer le franc français par une autre monnaie? Ça aurait été impensable. Donc si aujourd'hui des gens, et ce n'est pas qu'en Italie, en France, et dans d'autres pays, en Allemagne, c'est le cas de l'AfD, qui sera sans doute le deuxième parti allemand aux élections européennes, si dans certains pays on revendique un changement monétaire, c'est que l'euro a été probablement à la base du malaise social. Et en même temps, l'euro est le narratif qui permet de garder l'Europe ensemble. Donc on est face à une ambiguïté monétaire.
l'euro était à la base de certains problèmes et peut-être le barrage, la digue, qui va permettre de contenir une désagrégation trop rapide de l'Europe. Donc c'est une ambiguïté dont je ne connais pas la finalité et qui me laisse, je le dis bien candidement, assez perplexe. Donc dans son contexte, soit l'euro est une erreur à la base, soit pour vous, Monsieur Jorion, il n'est pas abouti. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? Est-ce qu'on tend vers un dollar européen ou est-ce que... Paul, tu veux répondre? Est-ce qu'il n'est pas abouti? Ben, je crois que si on veut conserver l'euro, il n'y a qu'une chose qu'on puisse faire, c'est terminer la construction d'une monnaie commune. Sinon, on va vers un accident qui, un jour ou l'autre, précipitera l'effondrement. On en a vu en 2010, on en a vu en 2012, on a vu ce qui s'est passé quand l'euro a finalement survécu. C'est une prise de pouvoir de M. Draghi, à la tête de la Banque centrale européenne, quand il a fait sa déclaration en disant qu'il n'y aura pas de pays que nous laisserons sortir de la zone euro en n'ayant pas aidé à y rester. Monsieur Weidmann, à la tête de la Bundesbank, la Banque centrale allemande, a dit « mais qui est ce monsieur pour prendre le pouvoir qui devrait être celui d'un président de la zone européenne ?» En le faisant, M. Draghi a sauvé le système. Mais c'est vrai qu'il a fait un coup d'État qui ne pourra pas se répéter. Et si ça devait être M. Weidmann qui devait le remplacer un jour, il ne pourra pas se dédire par rapport à ce qu'il a dit à ce moment-là. Il ne pourra pas jouer ce rôle. Donc il y a une construction. Et puis les circonstances permettent à quelqu'un d'être l'homme de l'heure ou la femme de l'heure, si ça se trouve, et essayer de sauver la construction en dernière minute, ce qui a marché de cette fois-là. Mais est-ce que ça marchera à chaque fois? Je ne pense pas. Si on veut que le système reste de cette manière, il faut terminer la construction. Et la construction ne peut être qu'en fédéralisant davantage, en agissant contre les facteurs de destruction interne qui sont curieusement là depuis le début, depuis le Benelux, depuis la CECA. Il y a au cœur même, depuis ensuite l'Europe des 6, le marché commun, il y a toujours eu là un paradis fiscal, parce que la Luxembourg n'est pas devenu un paradis fiscal après la guerre, elle l'était déjà dans les années 30 avec un régime spécifique pour les entreprises. Il y a le fruit, le verre à l'intérieur du fruit. Et qu'est-ce que c'est que ce verre à l'intérieur du fruit? C'est que les entreprises, les grosses entreprises qui se trouvent dans l'environnement sont devenues aussi puissantes, sinon davantage, que les États. Et qu'est-ce que c'est donc que ces paradis fiscaux? Qu'est-ce que c'est que ce moins-disant juridique ici et là? C'est la capacité qui est offerte par la puissance des entreprises par rapport à ces États, de jouer sur le moins-disant fiscal, le moins-disant juridique de l'une ou l'autre, de les jouer les unes contre les autres. Nous sommes dans un environnement où le cadre dans lequel nous interprétons les choses n'est plus celui qui convient. Il s'est passé... Quand on regarde un petit peu, je dirais, moi je prends toujours le point de vue de l'anthropologue qui vient d'une autre planète et qui regarde ce qui se passe. Celui-là, il verrait comme fondateur par rapport aux problèmes qui se posent à nous maintenant, la création au milieu du 19e siècle de la personnalité juridique, de la personnalité morale des entreprises qui permettent que des choses qui ne sont pas des êtres humains puissent entrer en concurrence, jouer les rapports de force avec des êtres humains. Pourquoi est-ce qu'on crée cette personnalité juridique de l'entreprise? Eh bien, c'est parce que on se rend compte que la disparition, que le fait que le décès d'un dirigeant d'entreprise produit la dissolution de l'entreprise automatiquement, et on donne aux entreprises une chose qui nous manque à nous en tant qu'individus, on leur donne la possibilité d'immortalité pour que l'entreprise économique puisse se poursuivre. Et on finit par se retrouver dans le cadre qui est le nôtre maintenant, où d'une certaine manière, on appelle ça l'ultralibéralisme ou le néolibéralisme, mais c'est la concurrence qui s'instaure entre les grosses entreprises et les États qui oblige d'une certaine manière, c'est pas simplement une décision prise un jour par Mme Thatcher et par M. Reagan de son côté, qui oblige d'une certaine manière à ce que les États
pour essayer de régler ce rapport de force entre eux et les entreprises, commencent à être gérés comme des boutiques. Ce qui n'est plus du tout la perspective, bien entendu, qui était celle de Colbert au XVIIe siècle, où les États se fixaient des objectifs et en fonction de ces objectifs, on définissait les moyens. Alors que la logique des entreprises, vous le savez, c'est une logique différente, c'est une autre rationalité qui nous est proposée à la fin du XIXe siècle avec la nouvelle science économique. C'est la rationalité des moyens plutôt que celle des fins. On ne définit plus le but, on définit les moyens. On dit il faut, comme vous le savez, il faut gérer de manière optimale des ressources rares en fonction d'un intérêt subjectif. C'est-à-dire qu'on met entre parenthèses les finalités. C'est simplement les moyens qu'on va économiser. Et qu'est-ce qui va remplacer les objectifs? Le résultat à l'arrivée. Voilà, on va regarder ce qui se passe quand on aura minimisé l'utilisation de manière optimale des ressources. Et c'est ça ce qu'on appelle le tournant ultralibéral à partir des années 70. C'est ça. Il n'y a plus de finalité. On supprime les bureaux du plan. On ne regarde plus ce qu'on veut faire à l'arrivée. On perd du coup toute notion de cohésion sociale. On ne met plus la cohésion des États au centre des choses. On invoque la main invisible d'Adam Smith. Si chacun suit son intérêt bien compris d'un point de vue égoïste, l'intérêt général sera respecté. Eh bien oui, la logique d'Adam Smith, elle fonctionne bien à l'époque où il en parle, c'est-à-dire en 1776, dans un monde où les ressources sont encore illimitées, quasiment infinies par rapport à la population humaine qui est là. Ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que le modèle la main invisible d'Adam Smith, elle ne fonctionne que dans un monde aux ressources infinies. Quand on s'aperçoit que les ressources sont limitées, ce modèle, bien entendu, on voit qu'il est simplement destructeur de l'environnement. C'est un modèle de prédation. C'est un modèle de prédation qui était viable tant qu'on n'était pas trop nombreux. Ce modèle de prédation, il détruit la capacité de charge de notre environnement, la capacité de la Terre à nous soutenir en tant qu'espèce. On est en train d'enfreindre, on le sait, les limites planétaires. Réchauffement climatique, disparition de la biodiversité, et déjà un des grands cycles physiques, le grand cycle de l'azote que nous sommes en train de faire passer dans un mode irréversible. Notre incapacité maintenant, ce n'est pas c'est de gérer les États de telle ou telle manière, c'est que nous n'avons pas la moindre appréhension véritable du cadre dans lequel il faudrait les envisager, et je viens simplement d'attirer l'attention sur une perspective, c'est que nous ne vivons plus dans un monde où les États, par des négociations, réglaient leurs questions entre eux, avec éventuellement des guerres quand on ne trouvait plus la solution. Maintenant, il y a des entreprises, et nous sommes en guerre aussi avec des entreprises, pas simplement avec des États, et dans des situations extrêmement difficiles pour les États, dans la mesure où, prenons une société, Monsanto récemment acheté par Bayer, où à l'intérieur de nos populations, les agriculteurs sont en faveur du glyphosate et le reste de la population considère qu'il y a là un très grand danger. Nous sommes dans c'est notre incapacité à nous représenter avec les cadres qu'il faudrait maintenant de penser, qui nous met dans de très très grandes difficultés. Comme vous le savez, l'enseignement, par exemple, de la science économique n'a pas bougé depuis 40 ans, alors que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui n'a plus aucun rapport avec celui qu'il y était il y a 40 ans. Moi, je voudrais peut-être revenir sur l'euro, parce que l'euro, il y a beaucoup à dire. D'abord, ça a été fait, je disais, par des diplomates plutôt que par des économistes. Il n'y a pas eu beaucoup de réflexion économique là derrière. Et la théorie des zones monétaires optimales qui a été élaborée par Mundell en 1961 n'a pas trouvé à s'appliquer. Et finalement, quand on voit l'euro sous l'angle historique, c'est la réunification allemande qui était à la base de l'euro. Sans réunification allemande, il n'y aurait pas eu d'euro. Et l'euro donc, a été le dernier prix payé par les Allemands comme dommage de guerre, puisque la réunification allemande découle elle-même de sa désunion qui a été imposée en 1945.
Toute l'histoire monétaire européenne, d'ailleurs, est une guerre franco-allemande entre le catholique, le réformé, le germain, le latin. Et donc, je crois que Mitterrand et Kohl ont voulu dépasser les dissensions historiques en créant un attribut monétaire commun. Alors, certains ont dit à l'époque qu'on aurait dû garder un euro uniquement avec les pays du Nord, c'est-à-dire l'Autriche, le Benelux, la France, l'Allemagne, peut-être l'Italie. Mais évidemment, le risque était que des pays du Sud concurrencent une monnaie qui aurait été plus forte par des dévaluations concurrentielles, comme ça avait été constaté dans les années 70 et 80. Donc on a fait rentrer ces pays dans la zone euro. Et finalement, l'Allemagne a donné son rating, sa notation d'endettement aux pays du Sud, moyennant la garantie que ces pays du Sud ne dévalueraient plus leur monnaie. C'est ça qui s'est passé. Donc en fait, on a construit l'euro sur un ensemble de déséquilibres qu'on a cru converger vers certains équilibres. Et Paul l'a dit indirectement, il n'y a pas d'équilibres qui ont été créés. Il n'y a pas de budget européen, il n'y a pas de politique budgétaire, il n'y a pas de politique d'endettement commune, il n'y a rien du tout. On a simplement une banque centrale qui tient à bout de bras une monnaie en ayant fait un immense assouplissement quantitatif depuis maintenant, depuis quasiment 4 ans. Alors, est-ce que l'euro est une bonne chose? Moi, je ne crois pas que c'est une bonne chose. Je crois qu'on aurait dû garder le système qui prévalait avant, c'est-à-dire que le système qui avait été inventé entre 1979 et 1999, qu'on appelait le système monétaire européen, qui était un système de variation des cours de change autour de cours pivots, avec certaines marges de fluctuation, et donc qui donnait à certains pays la latitude de la politique économique qu'ils voulaient mettre en œuvre. D'ailleurs, quand François Mitterrand a été élu en 1981, il a voulu une politique plus expansionniste sous l'angle budgétaire. Il a dû dévaluer le franc français parce que ça a créé un appel d'inflation qui était lié à la faiblesse de la monnaie. Donc voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'était mieux, mais enfin, on n'a pas voulu faire ça comme ça. Le problème, c'est que quand on applique une monnaie unique à des pays dont les génétiques et les vélocités sont différentes, immanquablement, l'ajustement se fait ailleurs que dans la monnaie. Et donc, quand on tire la synthèse de l'euro, on a protégé le capital, c'est-à-dire l'épargne du nord de l'Europe, au détriment du travail du sud. Puisque immédiatement, et dès la crise de 2011, on a vu que le chômage avait commencé à exploser dans le sud de l'Europe. On voit d'ailleurs des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce qui ont mis quasiment 10 ans, et ce n'est pas encore le cas pour la Grèce, à retrouver leur niveau de richesse d'avant la crise de 2008. Et donc, on a eu 2 facteurs de production qui ont été on va dire, l'un protégé, l'autre amoindri. Le capital a été protégé au détriment du travail. Si on avait voulu d'ailleurs faire une monnaie unique intelligente, on n'aurait pas dû la définir par un objectif d'inflation de 2%, mais on aurait dû la définir par rapport à un objectif de plein emploi, par exemple. C'est-à-dire en faire une monnaie opérative plutôt qu'une monnaie simplement passive qui est conditionnée par sa propre dépréciation de pouvoir d'achat. Le problème maintenant, c'est que sortir de l'euro serait une folie complète parce que, j'ai eu d'ailleurs, je lisais à certains étudiants un débat avec Jacques Sapir, qui est un promoteur du retour au franc français. Enfin, les gens qui font la promotion de ça ne savent pas de quoi ils parlent, évidemment, hein, parce que ça voudrait dire que toute l'épargne serait pulvérisée, que le système bancaire européen serait en lambeaux en quelques jours, que les contrôles de capitaux frontières, si tant est que ce soit encore possible dans une économie digitale, seraient imposés, qu'il y aurait un marché noir, enfin une catastrophe absolument complète, donc sans intérêt, avec des vagues d'inflation un peu partout. Mais donc aujourd'hui, ce qui est assez bizarre, c'est que ce sont les déséquilibres de l'euro qui maintiennent la monnaie en vie. Il y a des déséquilibres de 2 natures. D'abord l'endettement public, dont à peu près 20% a été réescompté par la Banque Centrale Européenne, puisqu'une partie de la dette a été monétisée, comme on dit en économie. Et donc, si des pays sortaient de la zone euro, le bilan de la Banque Centrale Européenne serait altéré. Bien sûr, une banque centrale peut vivre avec des capitaux propres négatifs, puisqu'elle est la garante de la monnaie, donc ce n'est pas tellement important. Enfin, ça fait quand même un peu désordre. Et d'autre part, les réserves de change qui auparavant étaient au sein des banques centrales nationales se retrouvent dans le système bancaire. Donc les déficits commerciaux français sont des dettes des banques françaises vis-à-vis des banques allemandes qui sont en surplus commercial. Et donc, si une devise sortait, ce serait une catastrophe bilantaire avec un système bancaire qui implose. Ce que je crains, c'est que, et ça me paraît quasiment intuitif, hein, c'est que dans les prochaines années, avec le tassement économique qui va nous être imposé et l'augmentation des engagements sociaux en matière de retraite et soins de santé, on va voir l'endettement public qui va réaugmenter un peu partout. On rentre peut-être, et même certainement, dans un scénario à la japonaise.
Et quand on voit au Japon ce qui s'est passé, bien, la Banque centrale du Japon a dû continuer à imprimer des yens et des yens et des yens pour des montants absolument invraisemblables, jusqu'à émettre imprimer des yens pour une fois le PIB, le PIB du Japon. Donc je crois que le grand débat de l'euro, ça va être qu'à un certain moment, la Banque centrale européenne sera interpellée pour créer de nouveau de la monnaie, avec de l'endettement public en garantie. Et que là, il y aura un schisme au sein de la zone euro, parce que certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas vont dire non. L'Allemagne a une dette publique d'ailleurs qui est en diminution, donc il n'y a pas d'intérêt hygiénique pour eux à voir leur dette réescomptée, tandis que des pays du Sud, comme la France et l'Italie, vont demander sans doute l'intervention de la Banque centrale européenne. Donc le vrai débat, la preuve par 9, quand on dit en arithmétique élémentaire, le vrai débat de la zone euro va être posé dans quelques années, et à mon avis, plus tôt qu'on ne le pense. Et s'il ne se pose pas, ce seront les forces sociales qui vont obliger à poser la question. Parce que si la monnaie n'a pas une capacité d'ajustement et d'adaptation à l'endettement public qui reflète lui-même des engagements sociaux, eh bien, les forces sociales qui seront alors contraintes par une austérité monétaire vont se manifester et de toute façon modifier les ordres sociaux en place pour imposer d'autres logiques. Donc je pense qu'on est devant des années un peu compliquées en termes monétaires. Et ceux qui croient qu'on a résolu la crise de l'euro par l'impression monétaire que Draghi a réalisée, je crois font fausse route. Le vrai débat est dans les prochaines années. Donc, Bruno Coleman, vous parlez donc de la question de l'endettement public. Vous dites qu'il va continuer à augmenter dans ces prochaines années. Vous êtes tous les deux d'accord, Paul Jorian et Bruno Coleman, pour faire ce constat. Donc, quelles sont les solutions, selon vous, Paul Jorian, que l'on pourrait apporter à ce problème de l'accroissement de l'endettement public? Il y a deux problèmes. Il y a un problème conjoncturel maintenant. Enfin, conjoncturel, c'est une longue évolution de l'histoire humaine, c'est la disparition de l'emploi due à l'évolution du marché du travail, simplement due à la mécanisation. Et nous savons, la création des outils, ça s'est fait très très progressivement dans l'histoire humaine. On a eu des outils élémentaires, puis on a eu le moulin à vent, etc. Mais il y a bien entendu le saut qualitatif extraordinaire que nous avons créé avec l'ordinateur, saut qualitatif, mais qui, d'un point de vue quantitatif, est extraordinaire. On a une crise qui a eu lieu par rapport à la question du salariat. C'est le fait que la productivité est devenue énorme du jour au lendemain par l'introduction de l'ordinateur individuel. Et s'il avait fallu que les salaires suivent, je dirais, l'augmentation de la production de richesse par les individus, grâce à cet outil tout à fait particulier, on aurait assisté à un changement total du système. Or, vous le savez, la productivité augmente de manière considérable avec la numérisation et c'est le moment où les salaires commencent à stagner parce qu'en fait, le rapport de force entre la masse salariale et le reste de la société, les détenteurs du capital, se modifie. Et c'est lié, bien entendu, au fait que la compétition, la rivalité augmente entre ceux qui n'ont à offrir que leur force de travail, du fait de la raréfaction du travail. Bien sûr, on pense aux années 80 où les robots commencent à envahir les lignes d'assemblage. Mais après, assez rapidement, bien entendu, c'est la disparition de tas d'emplois par l'introduction du logiciel. Monsieur Trump, qui a une représentation tout à fait, distordue de la réalité, est convaincu que la plupart des emplois aux États-Unis ont disparu en raison de la délocalisation, que si un travailleur aux États-Unis a disparu, c'est probablement parce qu'il a été remplacé par un travailleur au Vietnam, en Chine ou en Indonésie ou au Bangladesh. Dans 87% des cas, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour 13% des emplois disparus aux États-Unis, c'est la délocalisation. Pour tout le reste, ce sont des effets de la mécanisation.
les gens remplacés au départ par des robots, ensuite par du logiciel, et maintenant avec l'intelligence artificielle, ce sont des emplois avec Bac+10 qui vont disparaître parce que la machine va le faire, et non seulement elle va le faire, mais elle va le faire dans des cas où la conceptualisation même du problème nous dépasse, où on va demander à la machine de résoudre des problèmes parce que nous ne savons plus même nous représenter de quelle manière ça marche, et nous le voyons. Si vous avez eu la curiosité de voir les progrès qui sont faits en ce moment, c'est essentiellement sur des jeux, mais c'est tout à fait spectaculaire. Vous avez peut-être vu voilà, les grands champions de StarCraft, qui est un jeu vidéo pulvérisé par la machine, mais il suffit de voir cela pour comprendre. Un individu dans ce jeu extrêmement rapide de stratégie, où il y a des batailles qui sont en cours, arrive à partager son armée en trois parties et à coordonner plus ou moins cela très très rapidement. Et quand on voit l'intelligence artificielle qui le fait, elle partage son armée en cinq morceaux qui se coordonnent avec une utilisation, je dirais, calculée 1 million de fois plus vite que nous. Il faut le savoir, la machine, elle calcule 1 million de fois plus vite que nous. La machine qui gagne dans ce cas-là, elle l'a joué 200 années de suite, l'équivalent de 200 années humaines, avec elle-même pour arriver